Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Les plantes fournissent la majorité de notre alimentation et de l'oxygène que nous respirons, combattent les grandes chaleurs, contribuent à notre santé. Protéger les végétaux, c'est donc protéger la vie, notre vie. L'Assemblée des Nations Unies a décidé que 2020 serait l'année internationale de la santé des végétaux pour souligner l'importance d'améliorer la sécurité alimentaire, de protéger l'environnement et la biodiversité et même stimuler l'économie. Ce sera l'occasion de mobiliser les gouvernements, les scientifiques et le public, donc nous, pour mieux protéger les plantes et leurs bienfaits contre la propagation des organismes nuisibles dévastateurs, par exemple, de stimuler l'innovation scientifique pour faire face aux menaces telles que les changements climatiques ou même des organismes envahisseurs, de promouvoir des pratiques responsables et durables. Nous protégeons ce que nous connaissons et prendre soin des végétaux, c'est prendre soin aussi de notre alimentation, de notre air, du milieu dans lequel nous vivons. Nous allons parler de santé des plantes tout de suite, restez à l'écoute. Pour parler de cette année internationale sur la santé des végétaux, je suis en compagnie de Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jérôme Duprat, professeur au département de sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Bonjour. Bonjour. Nous vous en avions parlé au tout début de la saison. La biodiversité de la planète recule dramatiquement avec en premier lieu l'extinction de nombreux végétaux. Les plantes seraient presque 4 fois plus nombreuses à disparaître que les vertébrés. Cela sans compter le phénomène de coextinction des insectes car les plantes et les insectes sont souvent liés. Les ravageurs dévorent aussi à chaque année près de la moitié des récoltes mondiales, 40% d'après la FAO. Et les changements climatiques viennent encore perturber l'agriculture, tout comme ils le font avec les milieux naturels. Mais les plantes génèrent des services et des bienfaits plus larges que notre alimentation. Notre survie est intrinsèquement liée à celle des végétaux. Donc, une année internationale sur la santé des végétaux, cela représente quoi pour vous, professeur Brodeur? Ça représente essentiellement une opportunité pour parler des plantes, pour parler de sécurité alimentaire, pour parler de biodiversité, le tout axé sur la plante, sur les végétaux. Oui, puis les plantes nous rendent de multiples services. On parle de services écosystémiques des plantes, pas vrai, professeur Duprat? Oui, mais je rejoins Jacques dans l'idée où c'est très important d'en parler du diagnostic actuel qu'on doit faire, mais aussi parler de notre interrelation, l'interdépendance au sens plus large, être humain, environnement. Donc, la santé des plantes, la santé des écosystèmes, c'est notre santé à nous également. Oui, si nous n'allons pas bien et que les plantes vont pas bien, c'est intrinsèquement lié, c'est ça? C'est la fin. Donc, c'est la fin. Donc, lorsqu'on parle de santé des plantes, conservation et de biodiversité, à quoi on devrait peut-être s'attarder en premier lieu, professeur Brodeur? Au niveau de la conservation, la préservation. Les plantes vivent dans des habitats qui leur sont spécifiques. Donc, la conservation des plantes, à la base, ça passe par la conservation des habitats. Donc, les efforts, dans un premier temps, doivent être faits sur la préservation de nos milieux naturels, de nos milieux anthropisés aussi, de mieux les gérer, de mieux les aménager, de mieux les protéger pour, en bout de ligne, protéger tant la faune que la flore. Oui. Les experts de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, ça c'est l'IPBES, ont dressé récemment un portrait de l'état d'urgence de cette biodiversité. Ils pointent plus particulièrement la pression des activités humaines, dont les changements climatiques, la dégradation des sols, l'agriculture intensive, les pesticides, l'augmentation de l'urbanisation, la pollution. Quelle est la plus grande menace qui pèse sur les végétaux?
professeur Duprat? Sans être un expert, comme vous le disiez, le rapport de l'IPBES montre 5 grands facteurs de pression. Le premier, c'est le changement d'utilisation des sols. Donc, quand on transforme un milieu naturel ou semi-naturel dans un milieu urbanisé, déjà, on transforme un habitat, on transforme les espèces qui y vivaient, et souvent, il y a un caractère d'irréversibilité qui est présent. Ensuite, il y a la surexploitation des ressources naturelles, donc un trop grand prélèvement sans respecter certaines conditions de régénération. Et ensuite, il y a les autres facteurs de ce qu'on nomme des changements globaux. Donc, c'est des pressions ressenties à l'échelle globale, mais qu'on peut cristalliser à une échelle plus locale. Donc, la pollution systémique, les changements climatiques, des espèces invasives. Donc, tout ça fait un cocktail assez explosif et ça revient, dans le fond, dans une prise de conscience, mais aussi un engagement sur l'action. Comment on considère ces changements globaux-là et à notre échelle locale, on peut y répondre. Donc, faut mettre dans nos facteurs de réponse l'ensemble de ce cocktail-là, donc de ces 5 facteurs de pression, mais avec un respect des caractéristiques du milieu dans lequel on agit, dans lequel on vit. Oui, professeur Brodeur. Moi, j'accorderais la note de 10 sur 10 à mon collègue Duprat pour sa réponse. J'ai rien à compléter. C'était parfait. La menace, est-ce que les menaces mondiales et les menaces au Québec, ce sont les mêmes? Essentiellement, oui. À divers degrés, mais essentiellement, c'est les mêmes facteurs de risque, les mêmes facteurs qui appauvrissent notre planète. Oui. Quelles sont les priorités, donc les actions à mener lorsqu'on parle de santé des plantes, professeur Brodeur? Je dirais d'abord, je reviens au début de notre entrevue, la conscientisation. Je pense que plus les gens vont être conscients de la problématique, plus les gens vont voir l'ampleur des dommages qu'on a causés à la planète, plus les gens vont voir aussi, vont être conscients de la vitesse à laquelle ça se déroule. Déjà là, ça va faire probablement bouger nos décideurs, nos gouvernements. Tout vient à la base de la pression publique, de la pression des citoyens. Donc, conscientisation des citoyens, pour moi, c'est le mot-clé. Une conscientisation des politiques aussi, professeur Duprat? Oui, moi, on essaie souvent, je pense, de réinventer la roue et de chercher de nouvelles façons d'agir. Mais si on fait juste se replonger dans les textes fondateurs du mouvement environnementaliste ou même du développement durable en 1987, il y a des grands principes qui sont toujours d'actualité. Le principe de précaution, de subsidiarité, ce sont des façons de voir notre relation avec l'environnement qui ont été largement discutées, mais pas vraiment appliquées. Donc, je pense que si on reprend cette idée de principe de précaution, on voit les drapeaux rouges sont levés. Qu'est-ce qu'on doit faire, même si on connaît pas intimement les relations complexes des écosystèmes, c'est de se doter d'une réelle politique d'aménagement du territoire où on protège les milieux naturels, semi-naturels, on essaie de les interconnecter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se donner des options et d'essayer de préserver aujourd'hui plus largement pour essayer de mieux comprendre par la suite et donc d'appliquer ce principe de précaution. Oui, donnez-nous un exemple, peut-être un exemple tiré de vos travaux. Comment sans que ce soit de nos travaux, on voit souvent des chiffres qui sont lancés. On doit préserver, là, à une époque, c'était 8% du territoire, 12%, maintenant c'est 17%. Il y a des mouvements qui disent c'est la moitié pour la nature, on devrait préserver 50, d'autres disent 30. C'est très arbitraire de lancer un chiffre comme ça parce qu'on reflète pas les caractéristiques du milieu écologique, humaine, économique. Donc, ça représente ce principe de précaution en disant, on doit protéger plus largement, on doit en faire le plus possible et on comprendra par la suite que sont les barrières minimales qu'on doit instaurer. Donc, c'est ça une politique d'aménagement du territoire, c'est d'essayer de donner les bons rôles à chaque endroit et de pas faire des substitutions de capitaux. Parce que le développement durable, c'est ça, c'est un capital social, économique, environnemental. Et on a été, depuis des dernières décennies, dans une idée de durabilité faible. C'est-à-dire qu'on permettait la substitution des capitaux. Un exemple très simple, c'est de dire, voici les milieux humides, plutôt que de les protéger, de mettre un moratoire parce que c'est notre capital environnemental. Dans le principe de précaution, on le préserve. Mais on se dit, on peut faire de la compensation parce qu'on doit utiliser ce territoire-là pour faire du développement économique et social. Donc ça, c'est la durabilité faible qui permet de substituer. Si on migre vers un principe de durabilité forte, on se dit, on doit conserver ces 3 types de capitaux-là qui sont pas interchangeables. Donc ça reste des concepts qui sont très, très grands, mais quand on les applique dans des situations très concrètes, très réelles, ça fait qu'on change des pratiques, on change vraiment les paradigmes de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on a commencé à les appliquer?
ce genre de principe-là? On les a plus discutés qu'appliqués. Puis je reviens à l'exemple des milieux humides. Les racines de ce mouvement-là de conservation contemporaine, c'est 2005 avec le ministre de l'Environnement à l'époque, Thomas Mulcair, qui disait on doit appliquer un moratoire parce qu'il y a une situation très, très problématique. Puis bon, là, sans refaire l'historique politique de ça, mais ça n'a pas été retenu. On a plutôt lancé un projet de loi qui est devenu une loi, la loi 132 sur la protection des milieux humides et hydriques. Et cette loi-là, ce qu'elle prescrit, c'est une séquence, des séquences d'éviter, de minimiser, de compenser. Donc, dans le fond, de ce qui est écrit noir sur blanc, ça l'est effectivement. Là, je pense que c'est une bonne politique, mais quand on arrive sur le terrain, on voit des arbitrages très, très forts entre le développement, l'étalement urbain, dans certains cas, dans les régions métropolitaines, où finalement, on évacue assez rapidement ce regard-là sur l'évitement, la minimisation, puis on s'en va tout de suite sur la compensation. Donc ça, on discute, on met dans nos lois des principes de durabilité forte, mais quand on arrive à l'application, tout de suite, on est dans la durabilité faible parce qu'on veut continuer des pratiques qui sont là depuis on ne veut pas décennies. Changer finalement. Voilà. On ne veut pas changer. La commission parlementaire sur les pesticides lancée au printemps dernier a amorcé une prise de conscience sur l'impact de notre modèle agricole et ses pratiques sur notre santé et l'environnement. Cela venait en écho au congédiement de l'agronome Louis Robert par le ministère de l'Agriculture. Monsieur Robert, on s'en souvient, avait dénoncé l'ingérence de l'industrie privée dans la recherche sur les pesticides. Qu'en est-il ressorti et resté? Ou qu'est-ce qu'on en attend, professeur Brodeur? On en attend quelque chose. En fait, la commission s'est déroulée l'automne dernier avec le dépôt de mémoire de plusieurs organismes ici au Québec. Ensuite, il y a eu les travaux de la commission comme telle au Parlement à Québec. Et actuellement, les membres de la commission, tous partis confondus, sont en train de rédiger, de réfléchir à un rapport qui était attendu à la fin de l'année dernière. C'est reporté, donc on l'attend incessamment. Et on espère qu'il va contenir certaines recommandations précises pour améliorer la situation quant à l'utilisation des pesticides, essentiellement en milieu agricole au Québec. Oui, vous y avez participé, vous avez même déposé un mémoire. Est-ce que vous pouvez Oui, j'ai participé avec plaisir. Ça a été un exercice intéressant. J'ai déposé un mémoire avec un titre un peu choc, Overdose de pesticides. Donc déjà là, dès le départ, je mentionnais ma préoccupation importante depuis des années, comme citoyen, comme père, comme chercheur, suite à l'abus de l'utilisation des pesticides en milieu agricole au Québec, mais ailleurs aussi dans le monde. Le Québec est pas unique. Donc, ça a été un exercice intéressant de réflexion. C'était aussi agréable de voir que la commission a mobilisé quand même énormément de gens, de groupes citoyens, de chercheurs, d'organismes, de regroupements de producteurs. Donc, la participation a été excellente. Et je dois dire aussi que j'ai été agréablement surpris du déroulement des travaux de la commission parce que c'était essentiellement non partisan. Peu importe les orientations politiques, je crois que les parlementaires avaient à cœur cette cause-là. Et j'espère que le produit final, les recommandations vont être à la hauteur du défi parce que c'est un sacré défi pour notre population. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il y a eu quand même certaines avancées dans le domaine des pesticides. On a eu certaines avancées dans le passé. Comment c'est actuellement? Est-ce que... on était un leader, par exemple, dans le milieu urbain? Oui. En fait, si je prends de façon globale la situation au Québec, je vais la diviser en 3 grands secteurs. Le secteur forestier, le secteur urbain et le secteur agricole. Le Québec a vraiment fait preuve de leadership par le passé en milieu forestier. Depuis plus de 20 ans, c'est interdit au Québec de faire des applications de pesticides de synthèse en milieu forestier pour lutter contre des insectes comme la tordeuse, les bourgeons de l'épinette, l'arpenteuse de la pruche et autres. Et ça, c'est majeur parce que les superficies sont énormes au Québec. Donc là, on a vraiment une protection de nos écosystèmes forestiers. Essentiellement, maintenant, le contrôle des insectes nuisibles défoliateurs en forêt se fait avec des solutions biologiques, essentiellement le BT, le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui est mortelle pour les insectes. Donc, des gains majeurs en milieu forestier, dans un premier temps. Ensuite, dans le milieu des années 80, il y a eu un gros débat ici au Québec, en milieu urbain, sur l'utilisation des pesticides à des fins esthétiques pour préserver
préserver nos pelouses, préserver nos parcs. Et là encore, le Québec a fait preuve de leadership. Et là, c'est vraiment un leadership à l'échelle internationale parce qu'on a été la première province ici en Amérique, États-Unis compris, à légiférer contre l'utilisation des pesticides de synthèse en milieu urbain à des fins esthétiques. Et ça, c'était le Code de gestion des pesticides 1982 qui a été promu par le gouvernement du Québec à l'époque. Et maintenant, ce qui nous reste à régler, si je peux dire, c'est l'utilisation des pesticides en milieu agricole. Et là, ça, c'est un autre cheval de bataille et le défi est énorme pour toutes sortes de raisons politiques, économiques et évidemment environnementales. Oui, parce que lors de cette commission sur les pesticides, le ministère de l'Environnement a reconnu qu'il y avait 15 pesticides qu'on retrouve dans l'eau qui ont des impacts sur notre santé et sur celle des pollinisateurs, parce que les plantes et les insectes sont liés, pas vrai? Donc, depuis des décennies, on accumule les études ici au Québec et ailleurs sur justement la contamination de nos environnements. Vous avez parlé de l'eau, mais on peut aussi parler de l'air, on peut parler des sols, on peut parler des produits qu'on consomme, les résidus de pesticides sur les fruits et légumes. C'est bien connu. C'est une situation qui perdure depuis des années et des années. On a des solutions, il y a des moyens alternatifs qui ont été développés pour remplacer les pesticides de synthèse, sauf que ils sont mis en application au compte-gouttes et c'est très, très, très difficile de renverser le paradigme des pesticides de synthèse actuellement. Oui. C'est une question peut-être aussi d'aménagement du territoire et la place de l'agriculture qu'on accorde finalement et... Professeur Duprat. Oui, c'est dans l'aménagement du territoire. Et on parlait de leadership et le Québec en a fait preuve aussi en 1978 avec la loi sur la protection du territoire agricole et plus tard des activités agricoles également. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir un territoire agricole encore très présent, dynamique près des régions métropolitaines. Donc, ça a été un peu le rempart contre l'étalement urbain. Aujourd'hui, je pense qu'on doit évidemment toujours renforcer ça parce qu'on l'a grignoté un peu notre territoire agricole avec des exclusions ou des demandes. Oui, pour construire du résidentiel. Oui, donc il faut vraiment consolider cette base de solide. Il faut aussi avoir cette idée de sécurité alimentaire, donc à qui appartiennent les terres. Donc ça, ça a été aussi l'objet de grands débats publics. Mais pour faire le lien sur les pesticides, je pense qu'il faut ramener dans le même processus de prise de décision à la fois les facteurs écologiques, environnementaux, sociaux et économiques. Donc moi, je rejoins évidemment mon collègue et toute la littérature sur les aspects délétères d'un abus de pesticides et ce que ça peut avoir comme sur la santé humaine et des écosystèmes. Mais il ne faut pas découpler ça non plus du système économique dans lequel vivent les agriculteurs. Donc, des marchés publics puis de l'agriculture bio, c'est fantastique, mais ça reste encore aujourd'hui une minorité de nos activités agricoles. Puis si on regarde les activités principales, ce sont des activités qui s'inscrivent dans des marchés globalisés. Si on vend notre maïs, notre soya, on ne dicte pas le prix du grain. Ce sont des marchés qui le font. Ce sont des marchés et des joueurs internationaux qui vont construire un peu ces recettes-là. Le pesticide s'inscrit dans des variétés au rendement, etc., qui s'inscrit dans un système humanisé avec des agronomes, une panoplie d'acteurs. Donc, l'agriculteur, qui au final est le gestionnaire de la terre, c'est à lui qu'appartient ça, mais il subit des pressions énormes d'un ensemble d'échelles, un ensemble d'acteurs. Donc, si on vient légiférer contre les pesticides de façon forte, sans considérer l'ensemble de ce socio-écosystème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le problème, on va faire un saut de grenouille, on va amener d'autres produits, on va, dans le fond, utiliser un pansement, on va juste changer cette problématique-là. Donc, si on veut agir de manière forte, et je pense qu'on doit le faire, on doit légiférer, mais on doit aussi avoir des dispositions d'accompagnement qui sont à la même mesure de la législation qu'on veut faire. Donc, si on veut stopper l'utilisation de certains pesticides, la limiter, on doit donner des capacités d'accompagnement, des capacités d'action qui sont tout aussi significatives. Oui, parce qu'il y a des solutions qui existent. On parle de lutte biologique depuis longtemps, mais sur le terrain, comment ça va? Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Jérôme. Je me plais souvent à dire que les pesticides sont là. On ne peut pas se passer totalement des pesticides. On a une planète à nourrir, on a une population à nourrir. Et actuellement, on n'a pas des solutions efficaces et économiques pour l'ensemble des problèmes phytosanitaires qu'on peut retrouver dans nos champs, que ce soit des mauvaises herbes, des maladies ou des insectes. Mais malheureusement, les pesticides qu'on a à notre portée, on les utilise très mal, et ce depuis très longtemps. Et les efforts devraient être, dans un premier temps, oui, de trouver des alternatives aux pesticides, mais surtout de mieux utiliser nos pesticides, de les utiliser de façon beaucoup plus rationnelle que ce
ce qu'on fait présentement. Et je suis aussi d'accord que le producteur agricole au Québec est parfois mis dans une situation assez particulière parce que c'est lui qui est pointé du doigt pour l'utilisation des pesticides. Mais à mon avis, le producteur a de moins en moins la possibilité lui-même de prendre des décisions dans ses champs parce que c'est une agriculture beaucoup qui est intégrée maintenant. Et souvent, le producteur va être lié avec un système de production qui lui permet difficilement d'intégrer de nouvelles pratiques phytosanitaires ou autres à l'intérieur d'un système qui est déjà très, très bien établi. Vous allez avoir un producteur de grande culture, par exemple, qui va être lié avec une compagnie pour l'achat des semences, l'achat des engrais, l'achat de tous les intrants. Cette même compagnie ou ce même consortium va aussi lui lui fournir des conseils pour la gestion de sa culture, la gestion des problèmes, va lui vendre des pesticides, va même, dans certains cas, acheter la récolte. Mm-hmm. Donc, le niveau de décision du producteur est beaucoup moindre que c'était par le passé. Et nous, de notre côté, quand on veut établir de nouvelles façons de faire, de nouvelles procédures en protection des cultures, c'est très, très, très difficile de percer ce système. Est-ce que, justement, cette commission-là a permis peut-être aux gens de se parler un petit peu plus pour identifier où le bas blesse ou... Je dirais que la commission a surtout permis aux gens de s'exprimer, mais comme on le mentionnait tout à l'heure pour d'autres secteurs, les solutions sont connues, les solutions existent. Mm-hmm. Les solutions sont mises en application souvent à petite échelle ou dans différents secteurs. Donc, la commission a permis aux gens d'en discuter, mais ce qu'on espère, c'est des recommandations qui vont être fortes, qui vont aussi permettre de changer la situation. On ne peut pas espérer un changement radical d'utilisation des pesticides, si on parle de pesticides dans le milieu agricole, mais on peut tendre vers une amélioration progressive à moyen et à long terme qui va nous permettre, d'ici un horizon de quelques années, d'avoir une situation qui est nettement meilleure que ce qu'on a actuellement. Oui. Professeur Duprat, nous vous connaissons aussi pour votre musique. Vous êtes membre des Cowboys Fringants et votre activisme pour la cause environnementale. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus actuellement? Quoi devrions-nous faire attention? Parce qu'on entend beaucoup parler de pollution, de changement climatique. Est-ce que les changements climatiques viennent changer la donne quand on parle de l'aménagement du territoire? Oui, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est chaque individu, là, quand on reçoit, ça, c'est les psychologues qui pourront vous le dire mieux que moi, mais quand on reçoit une information qui est un peu trop complexe ou qui remet en question notre système de valeurs, il y a deux façons de réagir à ça. Il y a l'évitement ou il y a l'engagement. Et là, je pense que actuellement, et dans la dernière année, ça a été majeur de recevoir des messages aussi grands, gros, inquiétants, qui génèrent de l'anxiété. Hein. La planète s'en va où à cause des changements climatiques? 1 million d'espèces menacées. Mais ma crainte, c'est que chez beaucoup de personnes, on fasse qu'il y ait de l'évitement, finalement. Donc, les gens se disent, finalement, c'est pas dans ma cour, ou c'est trop grand pour moi, ou finalement, changer mes ampoules pour des ampoules LED, ça n'aura pas d'impact. Donc, je pense qu'on doit, puis je reviens à ce que Jacques disait, la communication, elle est vraiment importante, de se rendre compte que chacun fait partie de la solution. C'est un peu l'idée derrière le pacte pour la transition aussi. Ça fait quoi, 1 an et demi déjà, là? Donc, on doit faire des efforts de notre côté, de l'autre côté, demander des changements transformateurs à ceux qui peuvent faire la prise de décision politique ou privée. Donc, moi, c'est là-dessus que j'essaie de... Êtes-vous éco-anxieux? Faites-vous de l'éco-anxiété? Je suis quelqu'un de très positif dans la vie, là, mais c'est ça, j'ai 3 jeunes enfants, puis au quotidien, c'est les données avec lesquelles je travaille, c'est la littérature que je lis, fait que c'est sûr que je suis vraiment très inquiet, puis ça dépend de quel côté du lit je me lève le matin, là, savoir ça va être une journée dure ou positive, mais... je pense que on entre dans une nouvelle décennie, donc c'est à mon sens peut-être la décennie de la dernière chance. Dernière chance dans le sens que c'est pas la fin de l'humanité, mais c'est la dernière chance qu'on a pour s'éviter le pire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les groupes d'experts internationaux. Vous avez mentionné l'IPBES, le GIEC, ça nous dit pour éviter un dépassement de 2 degrés Celsius. Là, on s'en va avec le statu quo actuel, c'est plus de 3 degrés Celsius d'augmentation de la température avec les effets, les conséquences que
que ça pourra engendrer. Déjà, aujourd'hui, il y a plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre, donc on peut difficilement s'imaginer qu'est-ce que ce sera en 2050 et 2100 pour nos enfants, ceux qui les suivront. Donc, je pense que aujourd'hui, le mot à la mode, il y a une raison pourquoi c'est à la mode, parce que c'est vrai, c'est changement transformateur. Donc, c'est vrai pour les pesticides, pour l'aménagement du territoire. On peut plus se doter de lois ou d'actions qui sont un peu cosmétiques ou satellitaires sans questionner les réelles racines de notre système. Donc, c'est des changements de paradigme. On doit conserver cette idée-là de développement, pas de développement économique à tout prix, mais de développement du bien-être humain. Donc ça nous amène à changer de grands indicateurs du PIB vers des indicateurs de bonheur ou d'éducation ou de santé, exactement. Oui. Mais sans cette réelle réflexion-là, la prochaine décennie peut-être aura été notre opportunité manquée. Oui, professeur Brodeur, un dernier mot sur les changements ou les racines du changement à privilégier quand on parle de santé des plantes ou... La jeunesse. Ouais. La jeunesse? Je suis pas éco-anxieux, moi non plus. Non? Ça fait plus d'une trentaine d'années que j'enseigne à l'université. Donc, j'ai vu passer beaucoup de corps d'étudiants. Et moi, je suis quand même très, très optimiste par rapport à la nouvelle génération qui est beaucoup plus allumée par rapport au devenir de la planète que ce que nous, on l'était. Ce que je vois des étudiants aussi, c'est qu'ils posent quand même beaucoup de tout petits gestes qui ont leur importance. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que je peux donner? Jamais maintenant, je vais me présenter en classe avec une bouteille d'eau en plastique pour boire pendant mes cours, ce que je faisais par le passé. Maintenant, c'est... j'allais dire inacceptable. C'est pas inacceptable, mais c'est mal vu. Et les étudiants vont me le dire. Brodeur, qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille de plastique? Là? C'est la même chose au laboratoire. Donc, ça change au quotidien. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir avec cette nouvelle génération qui va être celle qui va subir l'état de la planète qu'on va leur laisser. Et je pense qu'ils ont de plus en plus la voix, le crachoir. Et c'est eux qui vont faire changer les choses. Oui. Peut-être eux, quand ils vont arriver justement au poste clé, au poste économique et politique aussi. Parce que il y a un renouvellement, si vous regardez, sauf peut-être aux États-Unis, là, quand on voit la campagne américaine avec l'âge des gens et tout, là, mais il y a de plus en plus de jeunes conscientisés qui ont des postes importants, des postes de décision, des postes de pouvoir, et c'est eux qui vont faire changer les choses. Sur la base de toutes les informations que les générations précédentes ont accumulées, sur la base aussi de toutes les erreurs que les générations précédentes ont pu faire. Oui, des jeunes agriculteurs peut-être aussi, là, qui vont faire... Mais d'ici à ce que ces jeunes-là soient dans des postes de décision, on doit vraiment écouter le message qu'ils nous envoient, le demi-million de jeunes qui étaient dans les rues le 27 septembre dernier. Et moins jeunes. Et moins jeunes, évidemment. Mais cette décennie-là, en fait, parce qu'ils ne seront pas dans tous les postes politiques et entrepreneuriaux d'ici 2030. Donc, ceux qui sont là en poste, tout un chacun, puis c'est notre devoir aussi comme professeur ou activiste de saisir cette opportunité de décennie où il y a un consensus social fort pour essayer de faire bouger les choses avant que la transition soit faite vers les plus jeunes générations. Oui, ça va nous prendre plus qu'une année de santé des végétaux, finalement. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Jérôme Duprat, professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, chercheur de l'Institut des sciences de la forêt tempérée et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Merci. Merci à vous. Et on était en compagnie de Jacques Brodeur, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale. Merci aussi. Merci. Au plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique